Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, comme moi, vous êtes un utilisateur de X. Comme moi, vous avez vu surgir du jour au lendemain les publications d'Elon Musk qui ont porté Trump au pouvoir. Comme moi, vous avez vu les messages soutenant les volontés d'annexion du Canada, du Groenland ou soutenant une candidate d'extrême droite aux élections allemandes. X est aujourd'hui un espace violent et rempli de contre-vérités. C'est un espace de débat dont les règles sont faussées pour favoriser son patron et ceux qu'il décide d'aider. C'est devenu une jungle au service de l'extrême droite. Un seul homme, un milliardaire américain, membre de l'administration Trump, un homme au comportement et expression erratique, avec des gestes hier qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. C'est cet homme qui est en mesure de choisir quelle personnalité politique ou quelle information il fait apparaître sur nos écrans. C'est cet homme qui manipule un algorithme qu'il transforme sous nos yeux en machine de guerre contre nos démocraties. Nous nous sommes dotés à l'échelle européenne de règles ambitieuses pour nous protéger. Ce sont de bonnes règles. Elles ne censurent pas la liberté d'expression, elles la garantissent. Car nos règles européennes interdisent la manipulation des algorithmes et elles obligent à supprimer les contenus mensongers. Elles punissent le tricheur et le menteur. En Roumanie, l'élection présidentielle a été annulée car TikTok a laissé 25 000 comptes russes influer sur le résultat des votes. Elon Musk a pour projet cette internationale réactionnaire pour l'Europe et X est son arme pour mener ce combat idéologique et culturel. Monsieur le ministre, leur est-il vraiment tout permis ou allez-vous faire entendre la voix de la France, c'est-à-dire la voix de l'indépendance et pousser l'Union européenne à prendre des sanctions à la mesure de l'attaque qui a lieu contre nos démocraties? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Thani Mohamed Soilihi, ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. J'ai eu l'occasion d'y répondre tout à l'heure dans le cadre de ma réponse sur les relations entre les États-Unis et la France. Je l'ai rappelé, les États-Unis sont nos plus anciens alliés. Nous partageons des valeurs, des intérêts et une histoire commune. Vous posez la question très précise de X et la question des écarts que Elon Musk a pu avoir à l'intérieur de X. Jusqu'ici, Elon Musk agissait en tant que citoyen. Désormais, Elon Musk va faire partie du gouvernement américain. Comme vous l'avez dit, l'Europe s'est dotée de moyens pour répondre à ces attaques d'une nouvelle génération. Et donc, le moment venu, l'Europe et la France en tête vont mettre en œuvre les réponses adéquates pour répondre à ces excès, si excès il y a, et pour réagir dans le cadre de ces comportements. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le député, allez-y. Monsieur le ministre, l'Europe a lancé une enquête et ce n'est pas la semaine dernière qu'elle a été lancée. Elle a été lancée il y a un an. Elle a abouti l'été dernier et ceux qui l'ont consultée savent qu'elle incrimine X et Elon Musk. Elle a été relancée la semaine dernière, vous le savez comme moi, et c'est tout simplement parce que nous n'osons rien faire d'autre. Alors laissez-moi vous reformuler ma question, monsieur le ministre. Allez-vous attendre que Musk revendique sur X, Saint-Pierre et Miquelon pour défendre nos intérêts? Quand allez-vous agir? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 2 ans, nous sommes plusieurs parlementaires de divers groupes, dont des membres du bloc macroniste, à vous alerter sur l'absence d'une politique répondant aux difficultés grandissantes de l'accès au logement. Une absence qui a un impact considérable sur la vie de nos concitoyens, mais aussi sur les retombées économiques de notre pays, sur nos entreprises, en particulier les TPE et PME, et sur les recettes de l'État, puisque le secteur du logement rapporte plus qu'il ne coûte. Alors que ce sujet est central pour l'équilibre des territoires, la réindustrialisation, le maintien des services publics et les conditions d'une vie digne pour nos concitoyens, nous apprenons avec sidération que parmi les nombreuses coupes budgétaires annoncées au Sénat, vous avez décidé de baisser de 900 millions d'euros le budget consacré au logement, avec notamment une coupe de 530 millions pour MaPrimeRénov', en plus de la baisse des 2 milliards d'euros l'année dernière. On nous annonce aussi une nouvelle baisse des APL à hauteur de 540 millions d'euros
d'euros et une chute des financements de l'hébergement d'urgence engendrant la perte de 23 000 places. Monsieur le Premier ministre, les Français n'arrivent plus à se loger. Nous ne savons plus comment vous le faire comprendre. En 2024, nous avons les plus faibles nombres de mises en chantier depuis 1950. Oui, 1950. Et plus de 17 000 entreprises du BTP en difficulté. Et aussi un record absolu de demandeurs de logement social, 2,7 millions, soit près d'1 million en plus d'il y a 10 ans. Que faut-il faire pour que vous preniez cette question majeure enfin au sérieux? Suite aux négociations avec notre groupe, vous êtes engagé à étendre le prêt à taux zéro que vous aviez vous-même affaibli, rétablir une aide aux maires bâtisseurs et baisser la RLS que vous aviez vous-même imposée aux bailleurs sociaux. Mais ces nouveaux reculs, ces nouvelles coupes surprises marquent un recul sanglant pour le logement. Quel sera votre bilan sur la question, mis à part un grand déni et des coupes budgétaires inconséquentes? Les Français méritent des actions ambitieuses de la part du gouvernement pour leur premier poste de dépense et ce qui conditionne l'émancipation et leur projet de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Iñaki Echaniz. Oui, vous avez raison, le secteur du logement connaît une crise inédite. Depuis ma nomination, je suis mobilisée avec vous, avec tous les parlementaires, pour apporter des réponses et le budget qui va être proposé les reprendra. Nous continuerons à défendre l'extension du prêt à taux zéro à tout le territoire, vous le savez, à encourager la défiscalisation des donations pour l'achat des logements neufs. Cet après-midi au Sénat, je défendrai un amendement baissant la RLS, comme le propose d'ailleurs le groupe socialiste. Je proposerai aussi d'augmenter le budget de l'ANRU, de financer la réhabilitation des logements sociaux du bassin minier, comme je m'y étais engagée dans cette Assemblée. Tout cela couplé à la baisse du taux du livret A qui va permettre d'investir massivement dans la construction et la rénovation de logements sociaux. Les débats seront aussi l'occasion de créer l'aide aux maires bâtisseurs qui a été annoncée par le Premier ministre. Vous avez raison aussi, le contexte budgétaire nous oblige à une plus grande vigilance sur plusieurs dépenses. Ce sera le cas sur les APL, monsieur le député, sans toucher à aucun paramètre, car les prévisions sont en dessous de ce qui était anticipé lorsque le budget a été fait à l'été dernier. Ce sera aussi le cas sur ma prime rénov en optimisant encore davantage la trésorerie. En revanche, je veux le dire très clairement, le gouvernement ne modifiera pas les paramètres actés début décembre dernier pour ne pas stopper la dynamique de rénovation. Je le dis, nous ne toucherons pas au monogeste. Si la dynamique s'avérait meilleure que prévu, le gouvernement sera au rendez-vous des attentes et je le dis devant Madame de Montchalin. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en 2021, nous avons pris, parlementaires et gouvernement, un engagement collectif consacré en 2025 0,7% de la richesse nationale à la solidarité internationale. Le projet de loi finances 2025 présenté par le gouvernement Barnier amputait déjà les crédits de la mission aide publique au développement de 2 milliards d'euros par rapport à 2024. Ce week-end, un amendement du gouvernement modifié seulement quelques heures avant son vote amputait la dite mission de 780 millions d'euros supplémentaires. Donc entre la loi de finances 2024 et le projet de loi 2025, la mission perd donc un peu plus d'un tiers et au total, c'est moins de 0,45% de notre revenu national qui lui sera alloué. La France contrevient donc non seulement aux engagements qu'elle a pris lors de la loi de programmation de 2021, mais elle effectue un grave retour en arrière. Par ce budget, elle renonce à répondre pleinement aux défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, le changement climatique ou encore les crises humanitaires. L'aide publique au développement, c'est un levier essentiel de notre politique étrangère qui reflète nos valeurs, nos responsabilités en tant que grande puissance diplomatique. Et ce, notamment envers les victimes des conflits oubliés. Je pourrais citer le Soudan, mais je pense aussi au Yémen, à la Somalie, la Birmanie ou encore la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur le ministre, quelle ambition le gouvernement entend-il défendre dans le domaine de la solidarité internationale? À quelle échéance repoussez-vous l'objectif que nous nous sommes fixés? Consacrer 0,7% du revenu national brut à l'aide publique au développement. Comment préserver cet instrument crucial au service de la solidarité internationale et de notre influence dans le monde? Je vous le rappelle, l'aide au développement, ce n'est pas seulement un acte de solidarité entre les pays les plus vulnérables, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, un instrument de paix. Merci beaucoup.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thani Mohamed Soilihi, ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Diop, je vous remercie pour votre question sur les baisses de nos enveloppes sur l'aide au développement. J'aimerais d'abord rappeler ici un point essentiel. Les Français sont très attachés à notre politique d'aide au développement. C'est un instrument de lutte contre l'extrême pauvreté, un outil du temps long pour amortir les crises et un vecteur de rayonnement de la France. Le meilleur outil pour protéger les Français, leur sécurité et leur pouvoir d'achat, c'est un monde plus stable et moins chaotique. L'aide au développement sert précisément à cela. Quand nous intervenons pour financer l'entrepreneuriat des écoles ou des infrastructures de santé, nous travaillons pour la solidarité internationale et notre influence, mais aussi sur les causes profondes d'enjeux qui touchent et préoccupent les Français. Les origines de mouvements migratoires et d'instabilité politique ou économique aux impacts significatifs jusque dans notre pays. Je tiens en second temps à rappeler que les crédits alloués par la France à l'aide au développement ont plus que doublé entre 2017 et 2023. Notre ambition en réponse aux défis globaux, pandémie, dérèglement climatique ou choc migratoire, va ainsi se poursuivre. Le Premier ministre a d'ailleurs ouvert un horizon pour retrouver une dynamique en 2026 en la matière. Bien sûr, le contexte budgétaire actuel est très dur, les Français le savent. Nous n'avons pas de baguette magique, mais des responsabilités et pas d'autre choix que de faire des économies. Le ministre des Affaires étrangères et notamment l'aide au développement, le ministère des Affaires étrangères et notamment l'aide au développement ont pris pleinement leur part dans ces efforts collectifs. Les débats budgétaires, vous le savez, sont en cours au Parlement. Ils seront l'occasion d'examiner toutes les solutions pour contribuer à cet effort budgétaire qui s'impose à nous sans entraver les priorités françaises. Il faudra enfin continuer de renforcer le pilotage et l'efficacité de notre aide pour que chaque euro dépensé ait l'impact attendu au service de nos objectifs. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. J'aurais aimé des réponses précises à mes questions précises, mais le budget sera l'occasion d'avoir des actes et non pas seulement des promesses. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les Français ne sont ni coupables ni responsables d'une destruction de plus de 50 milliards d'euros de recettes fiscales tous les ans. Ils ne sont ni coupables ni responsables de l'explosion de la dette publique qui a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros sous Emmanuel Macron. Ils ne sont ni coupables ni responsables de l'illusion de la théorie du ruissellement qui s'est traduite par une aggravation des inégalités sociales. Monsieur le Premier ministre, nous restons et nous sommes une opposition responsable et malgré nos désaccords profonds, nous étions, dès le 6 janvier, à la table de négociation. Nous avons porté des propositions concrètes et utiles pour les Français. Ainsi, des milliers d'emplois ont été créés ou sauvés dans l'enseignement ou dans l'hôpital. Nous avons obtenu des avancées pour le service public et ses agents. Nous avons œuvré pour les moyens des collectivités territoriales hexagonales ou ultramarines et j'ai une pensée solidaire pour nos concitoyens mahorais. Et l'injuste réforme des retraites de 2023 est remise en chantier, j'espère en cause, avec les partenaires sociaux, le Parlement ayant le dernier mot. Ce sont des résultats tangibles dans l'intérêt du pays et pourtant le compte n'y est toujours pas. Il ne reste que 7 jours avant la date cruciale de la CMP et les manques sont nombreux. Pour les Français, nous voulons des gages en matière d'écologie, de justice sociale, de justice fiscale. Mais je me limiterai à 3 questions claires qui appellent des réponses claires, Monsieur le Premier ministre. Quand sera présentée au Parlement la taxation des hauts patrimoines? Allez-vous imposer aux salariés 7 heures de travail non rémunérées? Renoncerez-vous à diminuer l'indemnité journalière des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, merci à Monsieur le Président du Sénat et vous, Monsieur le Président Kanner, merci de la question. Vous avez dit un certain nombre de choses très importantes. Vous avez dit on a fait des progrès considérables. Vous avez marqué en effet le fait que dans ce travail de dialogue qui a été le nôtre, on a pu trouver des zones d'accord inédites qui ont permis aux différents groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat de se regrouper alors qu'ils étaient jusqu'alors
assez profondément divisée pour arriver à une censure dont nous avons, ça a été rappelé déjà à ce micro, dont nous avons payé le prix tous ensemble. Des milliards et des milliards qui n'ont pas été mis à la disposition des Français, qui n'ont pas rempli les engagements que nous avions pris. Vous avez dit qu'on avait remis en chantier la réforme des retraites. C'est suffisamment rare pour que un des intervenants lors de cette conférence sociale ait dit à ses collègues: connaissez-vous un autre pays dans lequel les partenaires sociaux se voient remettre une responsabilité aussi importante? Et je témoigne que la réunion qui s'est tenue, sur laquelle nous avions un accord, je témoigne que cette réunion s'est très très bien passée, a été très utile. On a trouvé des chemins d'accord sur le budget, l'augmentation de l'Ondam que je citais tout à l'heure, la restauration des postes à l'éducation nationale que je citais aussi, et un certain nombre d'autres avancées. Est-ce que pour autant la question du défi budgétaire qui nous est posé est réglée? Est-ce qu'il existe un puits sans fond dans lequel on pourrait aller rechercher des crédits pour répondre à toutes les autres questions? Non. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il suffit de tirer des chèques pour que notre pays résolve les questions qui sont devant lui. Alors il y a une de ces questions que vous avez évoquées, qui sont les jours de carence. 2 mesures avaient été proposées et adoptées par le Sénat, par votre Assemblée. Une de ces mesures, c'était par votre Assemblée. Permettez-moi de ne pas faire de tri à l'intérieur des sénateurs, c'est le vote du Sénat. C'est le vote du Sénat. Il y avait 2 mesures. La première, c'était les 3 jours de carence sans indemnité pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Et l'autre, le privé avec des mutuelles, c'est plus compliqué. Et l'autre, c'était la réduction modérée de 10% des indemnités journalières en cas de maladie ordinaire, si j'ose dire. Eh bien, nous avons abandonné la mesure des 3 jours de carence sans indemnité. Une partie des sensibilités représentées n'était pas d'accord avec cette mesure-là. Mais en effet, a été défendu un amendement qui retenait l'idée de cette diminution modérée de 10% des indemnités journalières, ce qui est un impératif si on veut retrouver l'équilibre ou le meilleur équilibre possible de notre budget de sécurité sociale. Est-ce que nous abandonnons cela? Je ne crois pas que ça serait raisonnable. Je ne crois pas que ça serait sérieux. Parce que nous n'avons aucun autre moyen de financer cet équilibre-là. Voilà un exemple des progrès que nous avons faits, des zones d'accord que nous avons trouvées et du sérieux budgétaire que nous devons défendre en même temps. Merci. Monsieur le Président Kanner. Oui, merci Monsieur le Premier ministre pour la tonalité de votre réponse, mais vous ne m'avez pas répondu notamment sur la taxation sur les hauts patrimoines, dont acte, mais nous aurons d'autres occasions. Monsieur le Premier ministre, il n'y aura pas d'égalité républicaine dans ce pays sans équité, et notamment sur le plan fiscal. Et à un moment donné, il faudra que vous fassiez les choix entre défendre les rentiers et défendre les salariés de ce pays. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, vos réponses m'inquiètent, même si elles sont sincères, je n'en doute pas. Et je vous le répète, nous ne sommes ni vos alliés ni vos partenaires, nous serons des interlocuteurs exigeants. En tout cas, ne l'oubliez pas, car nous ne l'oublierons pas le moment venu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est une source d'inquiétude pour nous, Européens, et fait peser de sérieuses menaces sur les relations transatlantiques et les équilibres commerciaux mondiaux. La machine protectionniste américaine est relancée, menaçant de déclencher une guerre commerciale avec l'Union européenne, puisque le président américain menace de taxer les importations de produits européens. Les États-Unis sont le premier pays partenaire vers lequel l'Union européenne exporte dans le monde. Concrètement, pour la France, cela va concerner l'aéronautique, les médicaments, l'agriculture et singulièrement la viticulture.
Si les risques d'une guerre commerciale sont évidents, l'Europe doit aussi se demander si cette crise n'est pas l'occasion de renforcer son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis en matière d'énergie carbonée notamment. Dans ce nouveau contexte, comment le gouvernement, aux côtés de ses partenaires européens, entend-il se positionner pour être le moteur d'un commerce international équilibré et respectueux des accords de Paris ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des partenariats internationaux de la francophonie, Thani Mohamed Soilihi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Karine Daniel, je voudrais continuer de marteler que les États-Unis sont et resteront un partenaire important pour la France comme pour l'Europe, avec lequel nous ne pouvons que travailler étroitement sur tous les sujets. Nous avons déjà l'expérience de cette administration. Il est clair que le président Trump cherchera à pousser son avantage sur un certain nombre de sujets, parfois brutalement, mais nous serons fermes en Européens pour assurer la défense de nos intérêts. Grâce à l'impulsion donnée par le président de la République depuis 2017, l'Europe dispose de tous les outils pour se défendre contre les pressions commerciales, soutenir notre industrie et assurer notre souveraineté numérique. L'unité européenne est la condition pour peser dans les rapports de force. Je rappelle que nous sommes un marché de 450 millions de citoyens qui peut tout à fait décider de son avenir. Pour cela, il faut s'affirmer et c'est le message que la France porte. Nous sommes capables de résister aux pressions commerciales et aux pratiques déloyales. L'Europe l'a montré sur les véhicules électriques chinois. Nous disposons d'un instrument anti-coercition et il appartient à la Commission de l'activer si nécessaire, puisque c'est elle qui a une compétence exclusive en la matière. L'Union européenne doit aussi faire un effort spécifique pour améliorer sa compétitivité et développer de nouveaux partenariats. Nous ne sommes pas opposés par principe aux accords commerciaux. Nous regardons au cas par cas le résultat des négociations en fonction de nos intérêts. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous sommes opposés à l'accord UE-Mercosur qui, en l'état, n'est pas satisfaisant. Vous le voyez, Madame la sénatrice, plus que jamais, face au retrait américain, la France est attendue et sera à la hauteur de ses responsabilités pour relever les défis. Madame Daniel. Merci, Monsieur le Président. Plus que de retrait, nous constatons plutôt une offensive américaine. Mais merci de ces précisions, mais on constate que pour l'instant, la réponse française et européenne est plutôt confuse. Regretter la sortie de l'accord de Paris et proposer l'augmentation des importations de gaz issus de fracturation repousse, vous l'admettrez, les limites du « en même temps ». Alors que tous les capitaux américains, publics et privés, vont être au service de l'administration Trump-Musk, nous savons que les exportations et la compétitivité de la France de demain, ce sont les investissements d'aujourd'hui. Cette semaine, votre gouvernement, soutenu par la majorité sénatoriale, a raboté les crédits de France 2030, des universités, de la recherche. Voilà la réponse de la Startup Nation à l'investissement américain de 500 milliards de dollars en faveur de l'intelligence artificielle. Nous appelons la France au sursaut, nous appelons l'Europe au sursaut, il faut nous ressaisir. Merci, Monsieur le Président. Dans l'affaire des données des centrales nucléaires françaises, qui a menti? Amazon a-t-il menti sur son offre initiale? Le gouvernement a-t-il menti devant la représentation nationale? Je compte que vous puissiez nous éclairer aujourd'hui. Petit rappel des épisodes précédents. Il y a 10 mois, dans les questions au gouvernement, j'interrogeais votre prédécesseur sur la volonté d'EDF de confier à Amazon l'hébergement des données relatives au renouvellement des pièces de nos centrales nucléaires. Madame la ministre chargée du numérique a répondu en affirmant, je la cite, que cette expérimentation ne porte pas sur des données sensibles. Fin de citation. Pour un contrat estimé à 860 millions d'euros, ça valait effectivement la peine d'être précisé. Or, la presse nous apprend récemment que cette expérimentation aurait pris fin, faute d'avoir obtenu d'Amazon la garantie que les données seraient hébergées en France et qu'elles ne seraient pas transmissibles à des services américains, ce qui signifierait donc que ces données étaient bien sensibles. Cette affaire est sérieuse et je demande au gouvernement 2 réponses précises. Primo, confirmez-vous les informations rapportées par le Canard enchaîné sur les nouvelles exigences d'Amazon? Secondo,
Le gouvernement a-t-il, oui ou non, menti sur la sensibilité de ces données? Le technocapitalisme états-unien pose à notre pays un défi inédit. Les Français, tous actionnaires d'EDF, n'accepteraient pas de constater que la Startup Nation ait pu mentir ou faire preuve au choix d'incompétence ou de naïveté. Je vous remercie pour votre éclairage. Et j'ajoute que ma question s'adressait à Madame la ministre chargée du numérique. Qu'en son absence, il me semblerait appréciable que ce soit son ministre de tutelle qui nous réponde. Le voilà. La parole est à Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vallet, merci de cette question qui porte sur un point qui exige toute notre attention, qui est la protection de nos données. Effectivement, je veux profiter de cette réponse pour rendre hommage à Clara Chapa qui est extraordinairement engagée sur ces sujets. La protection de nos données, c'est constituer sur le territoire national des acteurs qui permettent de recueillir les données souveraines, les données sensibles. Et nous y travaillons, et je peux même vous dire que dans ma responsabilité précédente, on avait un projet qui se développe, qui s'appelle NumSpot, précisément pour héberger les données souveraines de façon certaine, de façon sécurisée. Et puis, il y a pour les données non sensibles de grands acteurs internationaux qui proposent des services à des prix compétitifs et à des conditions techniques qui sont extrêmement élevées et qui sont utilisées par un certain nombre d'acteurs publics et privés. Et les données sur lesquelles EDF travaille avec Amazon, dans le projet que vous citez, portent sur des informations non sensibles sur lesquelles le risque que vous évoquez n'existe pas. Et nous serons très attentifs à suivre le dossier sur lequel vous attirez notre attention, parce que nous avons en permanence non pas cette hésitation, mais cette responsabilité de veiller à ce que les données qui doivent être protégées le soient. Et c'est une des responsabilités que le ministère que j'ai l'honneur de diriger suit avec la plus grande attention. Merci beaucoup. Monsieur Vallet. Merci, Monsieur le Président. Si ces données ne sont pas sensibles, j'ai du mal à comprendre que les exigences auprès d'Amazon soient rehaussées telles qu'elles ont été rapportées dans la presse. Et secondo, j'ai demandé, en ma qualité de parlementaire, il y a plusieurs semaines, à EDF de me fournir le contrat. Je n'ai pas de réponse à ce stade. Je ne doute pas que le ministère pourra m'aider dans cette démarche. Et si ce n'est pas le ministère, ce sera la CADA, parce que ça répond à sa jurisprudence et que nous finirons par obtenir ce contrat et par y voir clair. Je vous remercie.